écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Radio Ma'arif vous accueille dans un nouveau podcast. On est très content aujourd'hui. L'aventure continue. On est avec deux invités habitués, abonnés à Radio Ma'arif. Abdallah Fili, l'homme que l'on ne présente plus. Salut Abdallah. Bonjour Serida. Comment ça va? Alhamdulillah. Et évidemment, Mustafa Kadeli. Salut Mustafa. Bonjour. Mustafa qui on a dû demander ses papiers vu qu'il n'a plus de moustache. Je n'est pas sûr que c'est lui. Mais on est très content de vous recevoir tous les deux. Et c'est assez amusant parce qu'en fait, on va parler des historiens. On va parler des historiens. Donc on a ramené deux historiens pour parler dans un podcast Histoire des historiens. On n'est pas loin de la boucle du serpent qui se mord la queue. On a envie, ça fait maintenant plusieurs années qu'on fait ce podcast, il y a des noms qui reviennent, il y a des textes qui reviennent, il y a des récits qui reviennent. On a voulu aujourd'hui savoir qui sont ces gens qui ont écrit sur l'histoire, à travers l'histoire, dans quelle perspective, pour qui les lisait, dans quelle idéologie ils étaient, et comment aujourd'hui également on a exploité ces textes, que ce soit la période coloniale ou aujourd'hui, comment ils ont été traduits, quel dessin politique, quelle vision ils ont servi. Pour ça, on avait bien besoin de deux spécialistes comme vous. Bienvenue les amis. Merci. Merci. Alors Abdallah, par qui on commence ce récit? Quel est le plus ancien texte qu'on a à notre disposition? Alors je dirais, je parlerai bien évidemment de mon point de vue de la période médiévale, mais ça n'empêche pas que chaque historien, selon sa spécialité, etc., peut évoquer un certain nombre de textes, à l'époque antique par exemple, et même au-delà, à l'époque préhistorique, on n'a pas de texte, mais on a des vestiges qu'on fait parler grâce à l'archéologie. Mais je dirais pour les textes en tout cas de l'époque médiévale et qui concernent essentiellement la conquête du Maghreb, c'est le terme qu'on utilisait justement pour désigner l'Occident, c'est-à-dire là où le soleil se couche. Ouais. Et couchant, donc, quoi. Le couchant. Et donc en fait, c'est des textes essentiellement orientaux. Qui parlent de leur conquête du Maghreb. C'est ça. Voilà. Et donc des textes qui baignent dans une tradition qui est en construction, c'est-à-dire fondée sur une tradition de ilm al-hadith, l'an'ana, c'est-à-dire des informations orales. Selon tel personnage et d'après ce personnage, avec des traditions différentes. C'est parfois difficile de mettre de l'ordre dans ces traditions. C'est pour ça que je les ai appelées les traditions, parce qu'ils nous rapportent des informations pas toujours crédibles, souvent tardives par rapport aux événements dont ils nous parlent. Je parle essentiellement des traditions, parce qu'ils sont multiples et je les évoquerai tout à l'heure, des traditions qui datent du début, dont les plus récentes datent de début, voire le milieu du 9e siècle, par rapport, je rappelle, le début de la conquête du Maghreb, c'est 648, 647, 648. Et c'est écrit en 800 et quelques. Et c'est écrit en 800, 820, 830, jusqu'à 870. Et ces textes, c'est essentiellement le Futuh, Misr wal Maghrib d'Ibn Abd al-Hakam. Et c'est des Omeyyades, ça. Ça, c'est des Abbassides. Oui, c'est après. Ça, c'est des Abbassides. C'est une tradition voilà. essentiellement c'est la période abbasside. Abbaside qui raconte la période Omeyyade. Exactement. C'est à ce moment-là que commence ce métier, si on peut dire, de rapporteur d'histoire. Exactement. De l'histoire. Mais eux-mêmes, quelles sont leurs sources? C'est-à-dire que les acteurs de cette conquête sont morts. Par exemple, là, en l'occurrence, Ibn Abd al-Hakam, c'est lui qui résume en quelque sorte une tradition qui s'appelle la tradition égyptienne sur la conquête du Maghreb. Parce que l'Égypte était la base de départ. C'était en quelque sorte le wilaya, le lieu de la wilaya du... La tête de pont, ouais. Voilà. Tête de pouvoir de tout l'Occident musulman. De tout l'Occident, jusqu'à l'Andalousie, on l'a dit dans un podcast, jusqu'à Moussa ibn Nusayr. C'est à partir de Moussa ibn Nusayr où Ifriqiya, c'est-à-dire Kérouan, est devenu la wilaya du nord d'Afrique. Et ça, c'est donc la tradition égyptienne. On assiste à un déplacement de pouvoir depuis l'Égypte jusqu'à vers Ifriqiya. Ouais, poursuivre la conquête. Oui. C'est ça. Et l'administration. Et l'administration, effectivement, on est dans un territoire immense et donc il faut en quelque sorte s'implanter. Donc les textes qui racontent cette conquête arrivent 200 ans après. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est des traditions orales.
Ibn Abd al-Hakam est fondé sur des traditions orales qu'il a collectées. C'est pour ça que dans son livre, on trouve An, Kan, wa Qala Muhammad ibn Kada, An Muhammad ibn Kada, wa Mais il cite les gens. L'An'ana, ça s'appelle. Ah ouais. Et donc, C'est la série de transmission, ouais, effectivement, qui pose un certain nombre de problèmes. Pourquoi l'An'ana? Parce qu'ils ont copié cette tradition à partir du hadith. Sur l'histoire des hadiths Voilà. du prophète. Et le problème, c'est qu'on peut authentifier un certain nombre de personnages pour le ilm al-hadith, la science des hadiths, sauf que pour la tradition historique, on ne peut pas les authentifier. Donc on a une série justement de transmissions, mais on ne connaît pas les personnages. D'accord? Et donc ça, c'est très important. Il y a une autre tradition, en même temps, pratiquement, voire un peu plus tardive, celle de l'école irakienne, et représentée essentiellement par Waqidi, début du IIIe siècle, et par al-Baladhuri, qui est également Futuh al-Buldan, par exemple. Et cette tradition de Futuh al-Buldan nous renvoie au Kutub al-Buldan, c'est-à-dire Kutub al-Masalik ou al-Mamalik, qui est aussi un ensemble extrêmement important pour, en quelque sorte, se faire une idée du monde musulman à l'époque. Le Masalik, c'est-à-dire les routes. Et les royaumes. Et donc toute l'histoire de Koussaïla, Rubab Nounafi, etc., c'est dans ces textes-là qu'on va les retrouver. Voilà. Indigents. C'est pour ça que nous avons du mal à reconstituer, justement, parce que justement, on a des textes tardifs. Donc c'est une tare par rapport à la fraîcheur de l'information. Voilà, ça d'une part. On n'a pas des informations de première main. C'est des historiens qui se basent sur des traditions rapportées dont on ne peut pas authentifier le contenu. Et souvent, au sein de ces textes, on a une construction un peu imaginaire, un peu fantasmagorique. C'est ça, sur les personnages eux-mêmes et leurs exploits. Uqba, Koussaïla, etc. On se fait des images complètement biaisées et on a très peu d'informations sur les lieux dont on parle. On a même des doutes sur les lieux. Tu nous as raconté par exemple la révolte des Maghrébins avec les Maïsar al-Haqir, justement al-Haqir, le minable, quoi. Oui. Par rapport à comment il est présenté dans ces textes. Oui. Et tu nous disais par exemple la bataille de Bugdola, on ne sait pas où elle est le lieu exactement. Donc même les lieux sont pas très clairs. C'est ça. On a les lieux, on a les personnages, on a énormément de failles dans ces textes justement. Mais encore une fois, on n'a que ça. Et donc, il ne faut pas rêver de reconstituer en quelque sorte l'histoire de cette période en fantasmant sur des textes qui seraient mieux lotis que ce que nous avons. Mais est-ce qu'ils racontent tous plus ou moins la même chose, ces textes? Entre la tradition irakienne, la tradition égyptienne, est-ce qu'il y a une cohérence dans le récit? Non, c'est des gens qui reprennent sur d'autres. C'est-à-dire, moi j'ai écrit mon livre comme Ibn Abd al-Hakam, il devient la source pour d'autres qui vont suivre plus tard. D'accord. Donc, du coup, on a une sorte de reproduction des histoires comme ils ont été racontées par les pionniers ou par les premiers qui ont écrit dont les manuscrits ont survécu. Parce qu'il y a aussi ce problème des manuscrits qui ont disparu, des textes qui ont disparu. On en a beaucoup. Peut-être on va en aborder ça avec la période almoravide, par exemple, chez nous. Mais aussi par rapport à cette période-là de ces trois premiers noms que Abdallah a cités, comme Ibn Abd al-Hakam al-Baladri, plus tard, l'Yaqoubi qui va un peu jouer, enfin, qui va venir sur deux périodes. Ça reste flou. Mais le problème devient double quand ces textes ont été traduits par l'orientalisme à l'époque coloniale, les Anglais, les Hollandais, les Français. Comment eux aussi, avec ces textes un peu biaisés, flous, vagues, qui reproduisent des récits ou des mémoires orales peut-être sur 2-3 siècles, certainement altérés à plusieurs niveaux, comment eux aussi ils vont les traduire et puis ils vont les interpréter et surtout ils vont construire toute une série de dichotomies comme on les appelle, mais bon là on en abordera un peu plus tard. On reste sur le déroulé des récits chronologiques. Il y a la période almoravide qui arrive après cette période-là. Qu'est-ce qu'on a comme historien ou comme texte sur la période almoravide? On a une tradition almoravide sur la question elle-même. Est-ce que cette tradition historienne existe à l'époque almoravide? Je dirais sans aucun doute. Sans aucun doute. On a des titres, on a des noms de livres, etc. Et donc ça ne pose aucun problème au niveau de l'existence elle-même. Par contre, on est face à un vide mais complet de documents. Tout simplement parce que délibérément, les Almohades ont effacé cette tradition.
On a essayé dernièrement, avec les techniques de restitution ou de reconstitution de textes, à partir de textes récents, on reconstitue les citations, à partir de citations rapportées par les historiens de l'époque mérinide ou de l'époque même almohade, etc. Et postérieurement, on a essayé de reconstituer les textes de l'époque almoravide. Genre Sayrafi par exemple, qui a écrit une histoire sur les Almoravides, une histoire politique sur la période almoravide, mais dont le texte ne nous a pas parvenu. C'est-à-dire en fait qu'il y a eu un projet politique délibéré d'effacement. Exactement, justement de se débarrasser de ces textes qui rapportent une tradition, certainement au profit et à l'avantage des Almoravides, dont les Almohades ne supporteraient pas la présence. Ceux-là même qui vont créer une tradition. On arrive sur les Almohades, mais avant, je voudrais quand même préciser un point qui m'a beaucoup surpris quand j'ai commencé à discuter avec des gens comme vous, et que je vais répéter parce que c'est important, et parce que c'est une découverte. Les dynasties ont dépensé beaucoup d'énergie pour effacer la précédente. C'est-à-dire, tu nous dis, les Almohades ont brûlé ou fait détruire les textes almoravides, on peut continuer comme ça. Les Mérinides, si je me trompe pas, ont déterré les sultans de Tinmel pour leur couper la tête plusieurs années ou des décennies après qu'ils soient morts, donc décapitation symbolique post-mortem. Moulay Ismail, pour rester dans la même tradition, a fait murer les tombeaux de Ahmed al-Mansour. Donc en fait, cette profondeur historique qu'on aime bien mettre en avant, elle concerne, enfin, c'est dans la tête des dynasties, le pays commence avec eux et se termine avec eux. Il n'y a que nous qui restons en fait. C'est important à préciser. Non, c'est très important de voir que justement la transmission du pouvoir se fait de cette manière assez belliqueuse en quelque sorte et violente et surtout même symboliquement violente. C'est ça. Quand tu décapites un mort. C'est ça. Tu veux effacer sa trace. Tu veux effacer sa trace dans la tête des gens, hein, parce que lui il est effacé, enfin physiquement. Mais ils n'ont pas réussi. Non, ils n'ont pas réussi. Et la légitimation du pouvoir se fondait sur ça. Donc il fallait une légitimation qui soit bien évidemment capable de démontrer les fautes du précédent pour démontrer les qualités du... Pour montrer qu'on a eu raison de prendre sa place. Exactement. Voilà. Le plus important, c'est que voilà, les Almohades ont considéré les Almoravides comme des kuffars, non musulmans, etc. Et que c'est des mujsimin, c'est-à-dire en fait les mujsimin, c'est des gens qui adoreraient les idoles. Les idolâtres, oui. Et donc mujsimin, c'est-à-dire en fait dans la tradition religieuse, dans l'explication, l'exégèse même du Coran, par exemple, quand ils disent Yadullahi fawqa aydihim, pour les Almoravides, ils supposent que Dieu a une main, etc. Et donc toute une tradition extrêmement forte dans ce que les Almohades appellent Tawhid, qui est absolument complexe, Tawhid dans les choses les plus infimes de la vie quotidienne. C'est peut-être pourquoi jusqu'à aujourd'hui au Maroc, on n'a toujours pas de statut, hein. Contrairement à l'Algérie ou à la Tunisie, nous on n'a pas de statut de personnage. Justement, ça vient peut-être de cette histoire de tajsim, faire des statues avec quelque chose par crainte de l'adoration ou de la vénération, de l'idolâtrie. De l'idolâtrie. Mais c'est pas le cas en Algérie ou en Tunisie, hein. C'est un peu curieux comment nous on reste encore dans cette histoire de problème de tajsim. Alors, quand tu dis que le tawhid touche même c'est une doctrine qui vient dans la vie quotidienne. Tu as des exemples? Oui, par exemple, quand dans l'explication, l'exégèse même d'un verset, tout simplement, comme celui que je viens de citer, Yadullahi fawqa aydihim, wa kana arshuhu ala al-ma, par exemple, est-ce que ça a un rapport avec la mer et une chaise sur la mer, etc., etc. Donc pour les Almohades, c'est véritablement un gros problème et c'est une assise extrêmement importante sur laquelle s'est fondée la doctrine d'Ibn Tomart. Toutes les discussions qu'il a avec les fuqaha, les savants almoravides, eh bien, il est fondé sur ça. Il arrive à les dérouter tout simplement parce que eux, ils n'avaient pas justement l'interprétation du texte coranique. Ils sont restés, mais vraiment, à la surface de ce texte, pour Ibn Tomart, bien évidemment, et donc forcément... Il les a fait douter. Exactement. Et donc, ils sont complètement en porte-à-faux par rapport à un discours qui lui ramenait de l'Orient, et notamment grâce aux Mu'tazila, les plus cartésiens des musulmans, donc la mobilisation, on va dire, de la pensée scientifique, de la raison, dans l'interprétation du fait religieux. Et, donc, et du coup, il commence avec le Baydaq commence à lui dresser les portraits, exactement, à lui tailler le costume comme il faut.
Alors justement, si je comprends bien, alors avant les Almohades, il y avait donc cette période, enfin je parle des textes évidemment, je parle pas ni des gens, ni des... il y avait... les Almohades sont un changement, parce que avant eux, il y a les Almoravides qui ont été effacés, il y a eu la conquête omeyyade qui a été racontée par les Orientaux. Là, on est en train de changer complètement de vision, vu que les Almohades vont se raconter eux-mêmes. Vont se raconter eux-mêmes avec des gens qui sont à leur service, mettre en scène leur pouvoir et produire leur mythe, leur mythologie. C'est eux qui vont la produire. Baïdak, quand il écrit la vie de Bin Soumert, c'est son nom, entre guillemets... Akhbar al-Mahdi. Akhbar al-Mahdi, c'est son compagnon. Quand il raconte les miracles de Abul Moumen, c'est un contemporain. Donc là, on change complètement d'optique. C'est un témoin, il devient témoin. Un témoin, voilà, un témoin. C'est ce que je voulais dire. Là, et à part, il y a tout un corpus, si j'ai bien compris ce que tu m'as expliqué quand on a préparé le podcast, il y a tout un ensemble de textes qui sont produits au moment des Almohades, par les Almohades, pour glorifier les Almohades. Exactement. Voilà. Et ça, c'est la force de frappe des Almohades. Ils ont un système de propagande extraordinaire, en commençant par le Baïdak, qui est un témoin oculaire. Le pion. Alors, il s'appelle pas Al-Baïdak, bien sûr. C'est le pion. Ali Sanhaji, il s'appelle. Donc, c'est le compagnon d'Ibn Tomar. Donc, pourquoi il s'appelle le Baïdak? Le Baïdak, tout simplement parce que c'est un guide. Un guide qui tenait justement le truc, le gemme de la mule du Mahdi. Et donc là, on a une institution, on a institutionnalisé en quelque sorte, et ça je pense que ça existait déjà même dans des formes un peu différentes, mais là, avec les Almohades, on a une institution qui s'appelle justement la propagande. Et la propagande par le biais de textes comme ceux de l'Baïdak. Non, sur l'Baïdak, peut-être il était petit de taille, non. C'est pour ça qu'on en parle de l'Baïdak aujourd'hui dans le jeu de dames ou le jeu d'échecs, peut-être aussi. Donc il était un peu une sorte de guide, oui, il tenait les rênes. C'est un peu méprisant ce que j'essaie de dire. C'est que c'est pas un personnage qui est considéré que, malgré l'importance qu'il a dans la fabrication de la version faite de l'histoire, enfin de l'histoire officielle, je vais parler de propagande, c'est quelqu'un qui n'est pas considéré comme un grand cerveau, tu vois. Il est considéré comme un petit scribe, quoi, en fait. En tout cas, c'est ce que je comprends par ce... Il a rapporté, le français Lévi Provençal, qui a traduit le livre d'ailleurs de l'Baïdak à la base d'un manuscrit qu'il avait trouvé, il considère cela comme des mémoires. Donc peut-être pour lui, l'Baïdak c'est le premier à nous avoir écrit des mémoires, puisque pratiquement le récit de l'Baïdak commence lors de sa rencontre avec le Mahdi en Tunisie, avant que les deux, arrivant vers l'ouest, rencontrent Abdelmoumen entre Goumia, entre Tlemcen et Bjaya, qui allaient faire des études, et puis ils le ramènent et ils arrivent tous les trois à Marrakech. Donc tu vois, le récit de l'Baïdak, il commence au moment de sa rencontre avec le Mahdi ibn Tomart, qui revenait d'Orient et qui vient s'installer. Donc, qui est un prédicateur. Oui, il a cru en lui d'ailleurs et il l'a suivi ou l'autre l'a choisi. Mais en tout cas, d'après le récit, c'est comme ça que les choses que le Baïdak nous raconte. Comment vous utilisez ce récit? Quand vous avez quelqu'un, par exemple, qui vous raconte, à des fins évidemment politiques, que Abdelmoumen ou Ben Soumel, je sais plus, embrassait les lions ne le mordaient pas, les guêpes ne le piquaient pas. Il y a beaucoup de visions également. La maman, quand elle a mis au monde cet enfant, a vu l'Est, l'Ouest, etc. Donc on est clairement dans un discours qui est géographique, c'est ce qu'on appelle géographique. Comment vous utilisez ça, vous qui cherchez les faits? Comment vous faites le tri? Comment vous ne doutez pas de tout quand quelqu'un vous dit que le lion lui fait des câlins? Enfin, comment vous faites avec ces textes? Il n'est pas le seul avec les lions. Moulay Bouazza, le grand saint de la période almohade également. Et je veux dire, et ça revient... La question, je l'étends. Alors comment on traite ces sources où il y a clairement une part de légende? Comment on fait? C'est le métier même de l'historien. C'est-à-dire, en fait, ces textes sont soumis à une critique interne et externe. Interne au sens où, justement, on visualise comment ces textes ont été fabriqués, délibérément fabriqués ou intentionnellement montés pour atteindre un objectif particulier. Et derrière ces légendes, justement, eh bien, on lit aussi toute la critique externe, c'est-à-dire les différentes influences subies par ces textes, les circonstances dans lesquelles ils ont été commandés ou pas. Est-ce que l'auteur lui-même a visité la région ou pas? Genre les géographes dont on a parlé, qui fabriquent, je parle de Al-Muqaddasi par exemple, Al-Maqdisi, ou encore Al-Yaqoubi qui écrit de l'Orient, ou Ibn al-Faqih. Il y en a des tonnes qui écrivent en fait de l'Orient, ou Ibn Khordad. Qui n'ont jamais mis les pieds en... Ou Al-Bakri, qui est l'Andalou, qui décrit les Balrouafas. Voilà, mais qui a accès aux archives, etc. Toute cette critique-là,
est très importante dans le jugement que l'historien se fait d'un fait rapporté par telle ou telle source. Ça, c'est très important. Deuxième élément, c'est que au-delà de la phrase elle-même, on est amené à interpréter. Qu'est-ce qu'il veut dire le Baydaq par le fait que les lions se prosternaient devant Abd el-Moumen? C'est un fait complètement imaginaire, légendaire, etc. Mais au-delà, il y a une justification du pouvoir, il y a une signification en quelque sorte du pouvoir. Tu comprends les intentions. C'est ça. L'objectif, ce n'est pas de dire, bien évidemment, ce n'est pas de dire de lion. Non, voilà, c'est pas une description, c'est pas un tableau peint de visu par El Baydaq. Non, c'est quelque chose qu'il faut interpréter. Derrière, il y a un discours, dans un discours hagiographique qui est même propagandiste, qui est visé. C'est-à-dire, moi, quand je dis que les lions se prosternent devant Mustafa Kadiri, c'est pour dire que Mustafa Kadiri a un certain pouvoir, que Mustafa Kadiri a une certaine, on va dire, valeur religieuse, qui fait que c'est un miracle. C'est un miracle. Le miracle, le karamat, et d'ailleurs c'est universel. Je veux dire, c'est pas que chinois. On voit toujours là cette symbolique du lion dans les trônes en Europe aussi. Puis surtout, qu'on a souvent considéré les rois comme des gens qui ont des karamat, c'est-à-dire des pouvoirs supranaturels, au point même de pouvoir guérir des malades, etc. Ça, on a dans les chroniques européennes également, jusqu'au pratiquement au 19e siècle, même au début du 20e siècle. C'est-à-dire cet aspect sacré qu'on donnait à des personnages de pouvoir au point d'avoir des pouvoirs supranaturels, et ça arrive même avec les saints marabouts, etc. Les saints marabouts de l'islam, du judaïsme ou de la chrétienté également. Quand on lit les textes géographiques, je sais pas moi, de saint François d'Assise ou les premiers kabbalistes en Andalousie à l'époque almohade, ou de nos saints les plus connus comme le plus ancien, l'un des plus anciens comme Moulay Bouazza d'ailleurs, qui était connu, Hassan Louazali, l'Africain, il a vécu à l'époque Ouattacide, il écrit, il dit, pour les commerçants de Fès, avant de pouvoir commencer leur carrière de commerçants voyageurs, ils doivent absolument rendre visite au tombeau du Saint Moulay Bouazza pour avoir sa bénédiction pour éviter les attaques des lions sur les routes. Lui-même, il dit que moi aussi, j'étais dans une délégation. Alors, quand on voit les textes géographiques sur ce saint personnage de cette époque, effectivement, on a des gens qui te disent, moi, je suis témoin, j'ai vu qu'un lion arrive et puis il le caresse et il lui ordonne de s'asseoir et il s'assoit. Alors ça, c'est pareil, c'est une histoire de témoignage de quelqu'un. On reste dans l'interprétation, dans le sens symbolique, le sens du pouvoir, le sens de ce qu'on appelle les karamats, les pouvoirs supranaturels, mais ça, je veux dire, ça traverse toute l'histoire de l'humanité, quelles que soient les croyances et les religions. Pour légitimer, justement, ça participe à la légitimation du pouvoir. On a l'impression qu'au Baydaq, parce que à la mort de Abd el-Moumen... T'as une dent contre le Baydaq? Non, pas du tout, j'essaie de comprendre. À la mort de Ben Soumert, il y a un flottement dans le mouvement al-Wahad, n'est-ce pas? Abd el-Moumen qui surgit et qui prend le pouvoir, c'est un peu l'outsider qui prend le pouvoir. C'est ça. Il n'est pas du noyau dur des Almohades, il est un peu... Au contraire, c'est un étranger. Voilà, c'est un étranger. On peut imaginer... C'est un étranger à Msmouda, c'est-à-dire... Oui, même Msmouda, c'est le noyau quand même. Absolument. Voilà. C'est pas un Msmoudi, justement, c'est un Znati. C'est un Znati. On peut imaginer que le Baydaq vienne servir la cause de Abd el-Moumen. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. On a l'impression que celui qui a le texte et qui va propager ces légendes, c'est lui qui a fait le pouvoir. Parce qu'il est capable de faire passer cet outsider comme légitime. L'héritier. Voilà. C'est la notion d'héritage, de l'héritier symbolique. On est dans la politique, là. On est dans la légitimation de pouvoir. La science politique d'aujourd'hui ne fait que cela dans les études sur la transmission du pouvoir au sein des partis politiques jusqu'à arriver à la magistrature suprême dans les systèmes les plus développés. Quand un président, un chef politique, je dirais, on a des carrières de tout le XXe siècle, comment les gens se disputent l'héritage pour se présenter comme l'héritier de tel leader ou de tel leader. Karl Marx, par exemple, avec il est mort, mais on va imaginer sa pensée. Même dans la vie politique de la Ve République en France, je veux dire, il n'y a que des histoires d'héritage. Chacun cherche à être l'héritier de quelqu'un. Je veux dire, nous sommes dans la science politique pure et rien d'étonnant. On est peut-être au XIe siècle ou au XXIe siècle, mais c'est exactement la même chose. C'est le même ressort humain. Alors, deux remarques. Une remarque et une question. La première, c'est qu'on a beaucoup parlé de Lyon. Donc... on parle beaucoup d'attaques de lions, donc déjà, ça vous permet de constater qu'à un moment c'était courant, parce qu'aujourd'hui il n'y en a plus,
Voilà. Ouais. C'est ça. Ou alors- Il y a les lions de l'Atlas. Oui, exactement. Donc il y en a 23 en fait. Il y en a 23 échanges. C'est très peu par rapport à ce qu'il y avait. Et j'ai une deuxième remarque par rapport à l'œuvre de Ben Soumert et de L'Baydaq. Quand aujourd'hui on se promène dans les librairies, je la trouve pas. Je la trouve pas, je la cherche en français, en arabe, en anglais, en n'importe quoi. C'est pas très courant en fait. C'est pas très courant par rapport à d'autres livres. Est-ce que tu as une explication pour ça ou c'est juste les aléas de l'édition locale? Non, je crois qu'il y a des Comment je librairies, cherche, hein. des librairies spécialisées. Oui, non, mais dans les librairies spécialisées, bien sûr. Non, D'accord. si tu viens à Rabat, je t'y amène et tu prends tout de suite, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est pas lisible par le commun des mortels, Oui. hein, parce que Oui. la langue de l'époque, par rapport au vocabulaire, la manière d'écrire, surtout que la ponctuation. Alors, quand ils sont édités, les gens qui éditent, ils rajoutent la ponctuation, les virgules, Ah oui, les alors points, il faut les phrases, préciser etc. qu'effectivement, dans la tradition de l'époque, on écrivait l'Arabia sans ponctuation. Pratiquement direct. Il n'y a Et, pas de... et L'Baydaq, il n'y a qu'un seul manuscrit d'ailleurs. Il n'y a pas plusieurs manuscrits éparpillés de Tout à par fait. le monde. Non, il y a un un seul seul texte. exemplaire, trouvé Et- par Lévi Provençal. C'est ça. Et qui a été édité en 1928 par Lévi Provençal, une très belle édition. Sauf que il a été réédité au début des années 70, 1972 ou 13 à Rabat, mais une édition qui est moins intéressante que celle de Lévi Provençal. Donc on est dans un décalage parfois difficile et qui pose un certain nombre de problèmes Tout à parce fait. que d'habitude l'accumulation justement du savoir fait que l'édition normalement de 73 serait plus fournie, plus intéressante, plus enrichie que celle de 1928. Parce que justement, excuse-moi Abdallah, c'est la notion d'annotation Oui. que les spécialistes du manuscrit tiennent énormément d'abord à la règle de base, celle des 3 manuscrits. Oui. Alors C'est là, ça. on est C'est enfin quoi la règle de base des 3 manuscrits? pour comparer les versions, parce qu'en général, soit on tombe sur la version originelle écrite par l'auteur lui-même, comme la copie de Ibn Khaldoun, par exemple, déposée à la Qarawiyyin sur Tarikh al-Ibar, c'est lui-même qui l'a déposé avec son écriture. Donc, si on va à la Qarawiyyin, on va trouver le manuscrit déposé par Ibn Khaldoun himself. Ah bon? Oui. Soit on a des copies des copies. Bah, si j'y vais maintenant, je vais la. je vais Oui, voir. oui, oui, on a la version originale. Alors, on a une deuxième version de la main de Ibn Khaldoun, celle du Caire, où il a rajouté des choses, une fois il est parti là-bas, il a rajouté des choses qui n'existent pas dans la version de Fès. Mais, Et ça, mais c'est visible par le public. en tout cas, je sais pas. Toi, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu quand il a été Oui, il est accessible. envoyé à Rabat pour restauration. Oui. Non, parce qu'aujourd'hui, on ne donne plus les manuscrits originaux. Bien On sûr, donne mais des- j'imagine qu'il doit on être donne dans des un- copies. On donne des dans des un copies. endroit, Il faut les stériliser parce qu'il y a un problème d'altération des mythes et des termites, etc. Donc il y a tout un problème technique pour la sauvegarde des documents. Et donc Mais il faut faire vite, sinon on va- non, c'est bon, c'est numérisé. Il y a C'est un numérisé. travail, Non, mais colossal pas à qui a part été la fait. numérisation, l'objet physique, il Il est là, il est sauvegardé, il est mis en plastique, stérilisé, etc. pour le sauvegarder, sauver Il est sa sauvé vie. des- Sa vie. Alors là, c'est le cas des manuscrits originaux par l'auteur lui-même. Mais comment savoir que c'est l'auteur lui-même qui a laissé ce document? Ensuite, les documents sont copiés par le métier des copistes, c'est-à-dire les gens dont le métier est de recopier. Vous arrivez, vous passez commande chez quelqu'un, vous le payez, et puis il vous fait la copie. Ouais, c'est la photocopie de l'époque voilà. ou l'imprimerie de l'époque. Alors, la base des 3 manuscrits, justement, pour essayer de voir, comparer, pour éviter les erreurs de transcription, et combien il y en a. Alors, je vais en citer une des plus banales et des plus bêtes. On a un grand wed sur lequel il y a Bill Whedon qui s'appelle Wed l'Abid. Alors, je peux chercher, mais c'est quoi les histoires de l'Abid quand même, le wed des esclaves? Mais non, c'est juste un copiste, parce que ça s'appelle à l'origine, chez les habitants, Asif Isrouman, Aïtsrouman. On a une tribu qui s'appelle Aïtsrouman, sauf que quand le M devance le Kha, ça devient Ism Khan, ça devient l'Abid. Et bien, juste un copiste qui a peut-être mal écrit le M et le Kha, et du coup, au lieu d'avoir Isrouman, on a Ism Khan, quand on a traduit par Wad l'Abid, tout le monde dit aujourd'hui Wad l'Abid, ou Wad l'Abid. Alors donc, on Est-ce que peut... vous avez vu le film Brasil? Non. Alors, je vous Pas moi. invite à regarder ce chef-d'œuvre d'un ancien Monty Python qui raconte l'histoire d'un drame humain provoqué par une faute de frappe. Voilà. C'est-à-dire dans un système totalitaire où il y a littéralement une mouche qui vient se taper dans la machine à écrire, qui crée une injustice terrible et une erreur judiciaire. Donc Voilà. imagine l'importance pour les spécialistes de cette période de 3 manuscrits pour comparer les copies et essayer de détecter les fautes. Des fois il y a des vides, etc. etc. Normalement c'est le principe. Et tout ce travail est suivi de l'annotation. Or l'annotation c'est le décodage.
parce que c'est très difficile de lire le texte de l'Bidr. Quand il évoque des événements dînants, etc., le rôle de la personne qui fait de la notation, c'est de nous aider à décoder, à mieux comprendre avec des notes de bas de page. Des fois, les notes de bas de page dépassent le texte lui-même. Parce qu'il faut aller à droite et à gauche dans les autres sources. La contextualisation. Et c'est pas un travail facile, parce que aussi, il faut essayer à arriver à localiser tous les noms des personnes, les noms des lieux, les noms des batailles, les noms des savants, tout ce qui a besoin d'être annoté et expliqué pour que les gens puissent comprendre ce texte. C'est un travail colossal, c'est une discipline, c'est une spécialité. J'espère qu'on va avoir encore dans l'avenir des gens qui maîtrisent cet art de travailler le texte manuscrit, parce que vraiment c'est un métier à part et j'ai peur, j'ai des craintes que la spécialité se perde parce que il faut d'abord de l'érudition, certes, une maîtrise de la langue arabe ancienne avec tous les dictionnaires qui existent sur Terre, et surtout aussi la maîtrise de ce qu'on appelle les biographies laissées par des écrivains des différentes périodes pour pouvoir localiser les personnes ou les personnages cités dans les textes. Restons dans la période almohade. Ces gens écrivent pour qui? Bridach, il écrit pour qui? On a dit que c'est un texte propagandiste. Oui, mais pas pour le public. Et bien sûr, c'est pour le public. Ah bon? Ah, bien sûr. Donc il est diffusé. Bien sûr mais qu'il est diffusé. Mais dans quel réseau? Enfin, il n'y a pas de librairie. C'est les réseaux Al-Muhad. Quand on parle, par exemple, Talab al-Muwahhidin, c'est tous les tolba, les fuqaha qui sont dans l'administration Al-Muhad, qui ont des responsabilités. Qaraw. Et la caractéristique d'ailleurs des Al-Muhad, c'est qu'ils ont un système administratif extrêmement organisé, centralisé, mais qui est fondé sur des centaines et des centaines de messages et de lettres venant de la centrale, de la capitale, c'est l'État soviétique. Quoi. C'est inimaginable. La moindre visite du calife à un endroit, elle est transcrite avec les mots qu'il faut et transmise à tous les coins de l'Empire. Donc il y a beaucoup de textes chez les Almohades. Énormément de textes. À part ces textes géographiques, il y a des notes. Énormément de textes. Des rapports, enfin c'est une administration. Les rapports, c'est une véritable administration. La chancellerie Almohade, il fait honneur à l'administration marocaine, sincèrement, avec des archives extrêmement bien précises. Hamid Triki compare ça, il nous disait à moitié en rigolant, mais ça peut donner une idée, à un système soviétique, c'est-à-dire une passion de la bureaucratie, du dogme. Exactement. Tout est noté, tout donne lieu à des comptes rendus, etc. Exactement. Et des statistiques extrêmement précises. On a beaucoup de mal à imaginer ça il y a 1000 ans, mais bon. Oui, mais c'est justement, ça efface des images. Quand on a justement sur le patient, on croit que les choses allaient comme ça, d'une manière presque au hasard, alors que non. Quand on parle d'un État, quel que soit, je veux dire, un système de gouvernance centralisé ou local, etc., il y a des normes, il y a des processus, il y a des procédés, il y a des écritures. Maroc, la seule faute peut-être pour moi, entre guillemets, entre parenthèses, c'est que quand on envoie une lettre, on répond à l'arrière de la lettre et on la renvoie à l'envoyeur. C'est ça. Donc du coup, des fois, on peut trouver 3 ou 4 lettres dans un même papier. Je t'envoie la première lettre, tu me réponds par un oui ou par non, je te renvoie la même lettre avec Kada, et tu me renvoies de nouveau le même document. Non, mais justement, c'est encore plus complexe. Ça a duré jusqu'au début du XXe siècle, cette tradition. C'est la réponse au mail, quoi, en fait, sauf que... Oui. Là, il faut préciser aussi pour mettre un peu pour imaginer ce que c'est que cette administration, que le Maroc actuel, c'est 12% du territoire almohade. Oui, par rapport à l'époque. Voilà. Et donc, dans cette administration, il y a ces textes qui arrivent à tout le monde, aux tribus, aux responsables politiques locaux, aux religieux. Donc, l'efficacité ou l'arrivée de ces textes et en quelque sorte, leur vitalité sur le territoire ne posait aucun problème. Mustafa, comment ces textes ont été traduits? Est-ce qu'ils sont intéressés, les gens qui sont intéressés à nous, c'est-à-dire je pense en particulier à la période coloniale, que ce soit au Maroc ou plus à l'Est, est-ce qu'ils ont intéressé les traducteurs, les historiens, les ethnologues, les orientalistes? Est-ce qu'ils ont fait l'objet de... Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette période? Absolument, et avec le must même de la période mérinide suivante, qui va connaître une abondance de production de textes extraordinaires, à commencer par notre grand Ibn Khaldun. Et bien sûr, c'était
l'histoire de conquête coloniale qui commence à Alger en 1830, même la campagne d'Égypte par Napoléon d'abord. C'est là que une discipline nouvelle était née qu'on appelle aujourd'hui l'orientalisme, c'est-à-dire les gens qui s'intéressent à l'Orient. Alors qu'est-ce que c'est que l'Orient? L'Orient, pour l'imaginaire européen, il va de Tanger à Bagdad, pour d'autres non, il va de Tanger à Kaboul, pour d'autres non, il va de Tanger. C'est fou qu'en arabe on s'appelle l'Occident et les Français nous appellent l'Orient. À Tokyo, bah oui, c'est pour ça qu'on parle. Ça dépend où tu es. Oui, mais où que tu sois, c'est toujours l'Orient de quelqu'un et l'Occident d'un autre. Oui, mais le problème, c'est que même techniquement, on est à l'Occident de, j'imagine, Paris, non? Enfin, quand on fait. Oui, on est plus à l'ouest, on est plus à l'ouest de Paris, absolument. Mais bon, c'est l'Orient. C'est la construction imaginaire, même des gens. L'Orient est un concept. Oui, même et un business. C'est pas de la géographie. Un business. Et même un business. Il y a même des gens qui allez à Paris chercher des pâtisseries orientales. C'est les pâtisseries du Maroc, d'Algérie ou de Tunisie. Bon. Oui, mais c'est eux qui tiennent les boutiques. Le fantasme de l'Orient. C'est pas la pâtisserie d'Irak ou du Japon ou si on trouve c'est du Chypre ou des Turcs. Ils commencent, mais à un moment donné, enfin quand le terme est né, les Turcs comme commerçants n'ont pas encore émergé sur le marché européen, surtout en France par rapport à l'Allemagne et autres places. Mais aujourd'hui, tout ça fait partie effectivement de cet Orient imaginaire. Et figurez-vous que par exemple, quand on parle de cette discipline de l'orientalisme, il commence par une école qu'on a créée à Paris, les langues orientales, oui, 1795, je crois, juste après la Révolution française, juste avant Napoléon en Égypte, la conquête ou la campagne d'Égypte, comme ils appellent cela. Et là, on va ouvrir cette école qui va s'intéresser ce qu'on appelle les langues orientales, et bien sûr l'arabe est l'une des principales. Alors curieusement, en faisant des recherches sur un petit peu les pontes des personnes qui ont commencé les premières traductions, s'intéresser aux premiers textes, ils sont arrivés à l'arabe par l'hébreu. À l'origine, ils commencent par étudier l'hébreu pour des histoires d'études bibliques, de la Torah, et en filigrane, ils arrivent, c'est le cas par exemple de celui qui a traduit Ibn Khaldoun, le baron de Slan, en Algérie, qui est un élève de Sylvestre de Sacy, qui était apparemment le premier à avoir enseigné la langue arabe dans cet institut des langues orientales à Paris. Et tous les deux, ils passent par l'hébreu. La même chose pour un Hollandais qui s'appelle Dozy, qui était très spécialisé dans l'Espagne musulmane. Alors là, il y a beaucoup à dire sur la construction de l'image de ce qu'ils appelaient l'Espagne musulmane, tantôt l'Espagne arabe, c'est-à-dire au niveau du vocabulaire et le choix du vocabulaire, surtout qu'au début, il publie en latin. Dozy, il publie en latin, il publie en allemand et puis il publie en français. On ne publiait pas encore en hollandais à son époque, quand il a vécu au 19e siècle. Et d'ailleurs, quand il a été reçu, je ne sais pas, pour enseigner dans une université de Leiden, je crois, quand il a fait son discours en hollandais, c'était un scandale. Parce que c'est une langue vulgaire. C'était la délégat de hollandais de l'époque. Mais est-ce qu'il n'y a pas des erreurs dans cette traduction? Quand tu me dis la complexité de maîtriser l'arabe ancien sans ponctuation, c'est des gens brillants sans doute, mais comment un hollandais arrive avec peu de temps, arrive à ce niveau d'expertise? A priori, en apprenant une langue, on peut la maîtriser avec les dictionnaires, etc. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est les métaphores, les raccourcis. Voilà, quand je parle de la langue, c'est pas que les mots. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, on a des textes sur ces problèmes de traduction et les interprétations qui ont été faites par les auteurs. Et dans notre cas, j'ai toujours en tête ce cas de Ali Azeikou avec Justinard. Justinard qui a traduit un petit texte de l'époque de Moulay Ismail, qui a été écrit vers 1722, un événement de 1722, et qui a été publié par Justinard en 1940-45. Et quand Azeikou avait fait sa thèse en France avec Jacques Berck dans les années 70, il a repris le même document et quand il a comparé les documents, les manuscrits qu'il a trouvés lui-même et le texte édité par Justinard, et traduit, bien sûr, il est édité et traduit, il a trouvé énormément de fautes, énormément de raccourcis, énormément de, comment dirais-je... Justinard s'est trompé du nom de l'auteur lui-même. L'auteur. Et pourtant, Justinard s'est fait aider par deux Marocains, Ktani et Hassar. Deux Marocains l'ont aidé, il le note dans un livre postérieur où il le rend hommage parce que l'un des deux était décédé, donc il enfin quelqu'un qui parle, parce qu'on a l'impression que ces orientalistes travaillaient tout seuls avec leur érudition et leur connaissance de la langue arabe. Or, ils se faisaient beaucoup aider, très peu l'ont dit, ils se faisaient beaucoup aider par des lettrés locaux, par des Marocains, des Algériens, des Tunisiens. Parce que maintenant que tu le dis, ça a l'air évident,
Mais dans ma tête, j'avais toujours l'image d'un bonhomme tout seul avec un vieux parchemin, des lunettes et un dictionnaire. Effectivement, c'est évident. Les images de oui, film, mais ça. c'est évident qu'ils se sont fait aider. Mais c'est bien de le dire. C'est bien de le dire parce qu'au moment où tu le dis, tu te rends compte à quel point c'était vraiment bizarre d'imaginer autre chose. J'ai le cas de Michaud Blair, qui est un personnage iconique de l'histoire coloniale savante au Maroc, qui reconnaît, moi j'étais surpris quand j'ai trouvé une lettre de lui où il reconnaît qu'il ne maîtrise pas l'arabe. Il connaissait Darija et on confondait beaucoup. Il connaissait Darija mais il ne connaissait absolument pas l'arabe. Or, il revendique la traduction de Nasiri de l'Istiqsa. Au début du XXe siècle, quand il s'est installé à Tanger en 1905, il a commencé par, premier document qu'il commence à traduire, l'Istiqsa de Nasiri. Notre grand historien de la fin du 19e siècle, le dernier grand texte. Et d'ailleurs, il continue jusqu'aux années 20, par chapitre, par volume, mais les premières traductions sont signées Michaud Blair. Mais le bonhomme ne maîtrisait absolument pas l'arabe, ça je me mets en feu. J'ai écrit sa notice biographique. Il était marié à une musulmane, Al-Kbir. Il habitait à Salé plus tard à l'époque de Lyoté à partir de 1922. Il s'habillait en djellaba avec le tarbouche rouge. Les histoires des orientalistes qui se métamorphosent en indigénophiles, etc. Ça c'est toute une histoire des stratégies coloniales de ce qu'ils appelaient la pénétration des sociétés par le bas, par l'intérieur, la pénétration de l'élite, la pénétration de la base du peuple, ça c'est des stratagèmes. Même Michaud Blair, qui revendique la traduction des premiers chapitres de l'Istiqsa de Nasiri, ne maîtrisait absolument pas la langue arabe. Il maîtrisait Darija, il maîtrisait peut-être la lecture, mais absolument pas l'écriture. Et ça, je l'ai trouvé dans un document de sa propre main. Merci pour cette première partie. On va continuer. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Dans la deuxième partie de ce podcast, on va aborder le cas mérinide, qui est très très important dans l'histoire du Maroc, enfin dans la façon dont on raconte, on enseigne et la façon dont on a écrit l'histoire du Maroc. C'est le tournant du match, on a envie de dire, les mérinides. Merci pour cette première partie et à la semaine prochaine, les amis. Pour la suite, c'est passionnant parce que ce qui va suivre, vraiment, j'insiste, ça change toutes les données. Merci. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.